Préparatif du 8 mars, Journée internationale de la femme, un hommage a été rendu aux femmes togolaises œuvrant dans le secteur agricole, véritables actrices de développement. Dans quelques heures, les Béninois choisiront leur nouveau président. 33 candidats se disputent le fauteuil présidentiel pour succéder à Yahi Boni. Je t'aime, c'est le nom donné à la toute première exposition qu'accueille cette année le laboratoire de Lomé. Des chefs-d'œuvre à découvrir, toujours dans le contexte de la célébration de la Journée de la femme. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette édition effervescente ce samedi au diocèse de Sokodé. Le nouvel évêque, Monseigneur Célestin Bawilima Dawa, a été intronisé en présence d'une foule nombreuse de fidèles. Le chef de l'État a rehaussé de sa présence cette cérémonie. Voici tout d'abord les images de son arrivée à Sokodé. Voilà, et donc après l'arrivée du chef de l'État, les rites d'ordination épiscopale proprement dit ont commencé. Nommé le 3 janvier par le pape François, le nouvel évêque a été oint ce jour par le nonce apostolique Brian Ouda Higué, et une fois consacré évêque, Monseigneur Célestin Dawa a promis d'œuvrer sans relâche pour le rayonnement de son diocèse dans un esprit de fraternité et de solidarité avec les autres tendances religieuses avec lesquelles les catholiques cohabitent dans la région. Nous y reviendrons. Vous l'avez certainement vu sur ces images, les femmes, qu'elles soient religieuses ou laïques, sont les plus ferventes et les plus dynamiques dans ce genre de célébration. Dans quelques jours, le 8 mars, un hommage leur sera encore rendu, et hommage rendu donc aux femmes du monde entier. Cette année, les réflexions sont axées sur l'équité 50-50 à l'horizon 2030. Au Togo, 70% de la population est agricole et les femmes rurales y occupent une place importante. En prélude donc à cette célébration, un hommage leur est rendu à travers le thème « La femme au cœur du développement agricole ». Christine Petit-Kiamde. Malgré le rôle important que jouent les femmes dans le secteur agricole, les statistiques montrent qu'elles n'ont pas les mêmes avantages que les hommes dans le même secteur d'activité. À travers cette rencontre, la première du genre, les femmes du secteur agricole veulent se rendre visibles. Le plaidoyer présenté aux autorités du département prend en compte toutes leurs préoccupations. Le constat montre une infériorité numérique de la femme dans tous les secteurs. Et au niveau de l'accès de la femme à la terre, nos sœurs du milieu rural cultivent généralement de petites superficies, ce qui ne leur permet pas d'être éligibles pour certains projets de développement. Toute action de développement durable implique la participation effective des femmes et des hommes. Le point 5 des ODD élimine d'ailleurs toute discrimination en la matière. Malgré leur rôle clé, elles ont toujours un accès limité à la terre, ainsi qu'aux services agricoles, aux intrants, aux formations, à l'information agricole et au pouvoir de décision. Cette insécurité juridique sont préjudiciables à l'amélioration de leurs conditions de vie. Je plaide également en faveur de la mise au point des technologies appropriées
pour l'autonomisation des femmes. Bien que les femmes soient moins représentées, elles ont beaucoup contribué à l'aboutissement de plusieurs projets dans le secteur. Dans ce secteur, les femmes togolaises représentent plus de 51,2% de la population active. Et en prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme, nous avons bien voulu faire une pause pour célébrer la femme dans toute sa grandeur, mais de façon particulière, célébrer la femme agricole pour le rôle clé qu'elle a joué dans l'exécution du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Femmes au cœur du développement agricole, un thème retenu par le département de l'agriculture et qui invite les femmes à marquer leur solidarité pour l'atteinte de l'objectif droits égaux, opportunités égales d'ici à 2030. Et au-delà des femmes rurales, c'est tout le monde paysan qui mérite une attention particulière, surtout en matière de prise en charge sanitaire. Plusieurs villages sont touchés par la méningite au nord du pays. Le ministère de la Santé s'y déploie. Et coup de pouce de l'ONG Plan Togo qui offre des médicaments d'une valeur de 38 millions de francs CFA pour soutenir la prise en charge gratuite des patients. Des médicaments curatifs contre la méningite, composés d'antibiotiques, des produits pharmaceutiques contre le paludisme, la fièvre et d'autres consommables médicaux ont été réceptionnés par le ministère de la Santé. Ces médicaments d'une valeur de 38 millions de francs CFA ont été offerts par Plan International Togo pour appuyer le gouvernement dans sa lutte contre la méningite qui a déjà fait des victimes au Togo. Aujourd'hui, nous sommes autour de 860 et avec une létalité de 7%, soit 70 décès, malheureusement 70 décès. Le lot va permettre au ministère de la Santé de prendre en charge gratuitement les malades. Donc c'est une occasion d'inviter la population à aller rapidement dans les formations sanitaires s'ils ont des cas de malades autour d'eux. Mais il faut dire que la prise en charge gratuite concerne les cas de méningite. Je profite de l'occasion pour remercier Plan International Togo pour l'offre qui viendra nous aider vraiment dans la lutte. Nous invitons la population à observer les règles d'hygiène. Parce que la voie de transmission, c'est à travers les gouttelettes, la toux. C'est de porter les bavettes, disons les cache-nez, et éviter les poussières. Nous insistons encore sur la prise en charge gratuite et nous invitons nos collègues dans l'information sanitaire à en faire bon usage et utiliser gratuitement ça au profit des malades. Ces médicaments vont immédiatement être convoyés dans les formations sanitaires des régions Savane, Kara et Centrale pour la gratuité des soins. Des mesures de sensibilisation et de mobilisation sociale sont également menées depuis le début de l'épidémie par le gouvernement et ses partenaires. Une attitude récurrente qui est à corriger, c'est celle qui consiste à se constituer en reporter en cas d'accident au lieu de porter secours aux victimes. Les populations sont appelées dans le sujet qui va suivre à avoir des réflexes citoyens, humanistes, en appelant par exemple les pompiers ou en essayant d'identifier les accidentés au lieu de se contenter de les prendre en photo pour alimenter les réseaux sociaux. Tchazilambaga. C'est la mode aujourd'hui. Lorsqu'un accident survient, les personnes qui arrivent sur place passent leur temps à photographier ou à filmer les victimes qu'elles publient immédiatement sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, les victimes souffrent. Rares sont ceux qui prennent la peine d'appeler les sapeurs-pompiers. Quand on voit des choses comme ça, on filme pour montrer. Bon, je vais envoyer à mes amis sur Facebook, sur WhatsApp. Je peux envoyer ça à n'importe qui pour voir si quelqu'un reconnaît la victime. Il n'a qu'à aller au CHU, on ne sait pas d'appeler les sapeurs-pompiers. Des fois, on nous dit que si tu appelles les sapeurs-pompiers, c'est toi qui vas payer. C'est un acte qui n'est pas du tout bien, puisque vous créez un effet de psychose sur la personne. Puisque, au lieu de me secourir, vous êtes là, vous me prenez en photo pour peut-être balancer sur un réseau
sur les réseaux sociaux. Il revient à tout témoin de pouvoir alerter pour qu'on puisse venir prendre en charge la personne et non de passer son temps à filmer ou à prendre les photos. Pour appeler les sapeurs-pompiers, il suffit de composer le 118. Il s'agit d'un numéro vert gratuit, quel que soit l'opérateur de la téléphonie. Pour les spécialistes du premier secours, ceci devrait être un réflexe, un des premiers gestes en cas d'accident. Lorsque vous êtes témoin d'un accident, en fait, le premier réflexe doit être d'alerter les sapeurs-pompiers. Vous protégez le lieu de l'accident pour éviter qu'il y ait un suraccident et vous alertez les sapeurs-pompiers pour qu'ils puissent arriver rapidement. Donc en alertant, dites votre nom, votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler en cas de précision d'adresse. S'il y a un secouriste parmi vous, lui il est autorisé parce qu'il connaît, il pourra administrer quelques gestes de secours. Mais s'il n'y en a pas, évitez surtout de manipuler la victime ou de vouloir administrer quel soin que ce soit ou de vouloir la relever pour l'embarquer dans un taxi ou sur une moto. Le 118, le numéro vert des sapeurs-pompiers, est un outil indispensable dans la préparation et la gestion des secours d'urgence. C'est ce numéro qui permet d'appeler les services de secours en cas de sinistre. Il n'est donc pas conseillé d'occuper la ligne quand la situation ne l'exige pas. Donc, lorsque vous appelez le 118, qui est le numéro des pompiers, il faut que vous sachiez qu'au même moment, des gens en détresse tentent d'appeler désespérément, mais ils n'arrivent pas à joindre les pompiers pour qu'ils puissent être secourus. Donc lorsque vous le faites pour des futilités, vous réduisez les interventions de secours. Le corps des sapeurs-pompiers du Togo s'efforce toujours d'améliorer ses prestations pour le bien des populations. À Lomé, des ambulances sont prépositionnées dans certains carrefours stratégiques. À l'intérieur du pays, des casernes sont en construction dans chaque chef-lieu de région. Au chapitre éducation, nous retrouvons encore Plan Togo qui a réuni pour une session de partage de résultats les acteurs impliqués dans la promotion de l'éducation de la jeune fille. La scène se passe à Dapaon sur fond de commentaires de Désiré Aloy. BID Éducation 3 est un projet pour redynamiser le plan sectoriel révisé de l'éducation 2013-2025. Elle est initiée conjointement par le ministère des Enseignements primaires, secondaires, de la formation professionnelle, la Banque islamique de développement et Plan Togo. La sous-composante éducation de la jeune fille est pilotée par Plan Togo lui-même dans l'objectif d'œuvrer à améliorer l'éducation de base. Pour évaluer l'impact sur le terrain, personnel d'encadrement, ONG partenaires de mise en œuvre ensemble avec Plan Togo pour partager les différents résultats et consolider une synergie d'action. Dans le cadre de ce projet, plusieurs activités ont été menées et comme vous le mentionnez, nous sommes là aujourd'hui en un atelier de partage des acquis, des résultats de ce projet pour pouvoir assurer justement la pérennité et l'après-projet. Et comme activité, nous allons mentionner d'abord la mise en place des structures communautaires de promotion de l'éducation de la jeune fille. Et dans ce sens, plusieurs entités communautaires ont été mises en place avec la pleine participation des leaders et des acteurs communautaires. Nous pouvons citer entre autres les clubs de pères, les clubs de mères, les clubs d'enfants, les comités de gestion de projets, qui ont pour responsabilité non seulement de gérer à bien les activités du projet, mais aussi de poursuivre pleinement les sensibilisations dans le cadre justement de la promotion de la scolarisation. Nous avons également par exemple l'élaboration des chartes communautaires. Nous restons aujourd'hui confiants et rassurés que la meilleure façon d'assurer en fait un avenir à nos jeunes filles, c'est de leur offrir une éducation de qualité. Le partenariat entre Plan Togo et les directions régionales de l'éducation, les ONG et autres acteurs est ainsi renforcé pour favoriser la pleine éducation de la jeune fille et booster l'éducation à la base dans son ensemble. Cap sur le Maroc, 4e édition du Forum international Afrique Développement organisé par le groupe Attijari Wafa Bank et Maroc Export. 20 pays ont pris part. Les échanges ont permis d'entrevoir de multiples perspectives de développement et de coopération. Carmen Maché, Akakou. L'agriculture et l'électrification ont particulièrement retenu l'attention des participants au 4e Forum international Afrique Développement. Un rendez-vous devenu incontournable pour les opérateurs économiques du continent qui saisissent cette opportunité pour nouer des relations et s'inspirer des expériences des autres opérateurs économiques dans un certain nombre de domaines.
Un secteur privé fort permet au pays de pouvoir se développer. Donc pour cela, je pense que c'est bien d'être ici, c'est bien d'explorer des opportunités pour faire gagner notre secteur privé. Près de 4800 rencontres ont eu lieu en marge des panels du forum. L'agroalimentaire, les BTP, génie civil, le commerce et les circuits de distribution ont été les secteurs qui ont connu plus de demandes de partenariat. L'intégration Sud-Sud, ça a été dit à plusieurs reprises, ne se décrète pas. Elle se constitue tous les jours sur le terrain de manière pragmatique avec les opérateurs économiques. Mettons en commun nos atouts pour générer de nouvelles possibilités de croissance. Plusieurs interventions ont marqué la fin des travaux. Zara Mafiri, directrice générale de Maroc Export, a estimé que le développement de l'Afrique doit passer par une mobilisation de toutes les forces vives du continent. C'est un continent émergent, mais il a besoin d'une vision, il a besoin de la cohésion, il a besoin de toutes ces forces publiques, privées, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, pour tracer une vision et le positionnement de l'Afrique où est-ce qu'on l'on veut. C'est ça, je crois, et ma propre conviction, une grande question à laquelle on doit tous répondre, quelle place voulons-nous pour l'Afrique ? Le Forum international Afrique Développement 2016 a décerné aux entreprises méritantes des trophées de la coopération Sud-Sud. Le premier prix est allé à Azuressa, société de savonnerie et d'huile de cuisine raffinée au Cameroun. Le deuxième et le troisième prix ont été octroyés respectivement à Telium Property Sénégal et à OneTech Group, société spécialisée dans la câblerie, la mécatronique et les télécoms en Tunisie. Qui succédera à Yahi Boni? La question reste entière. Demain, les Béninois iront aux urnes pour départager les 33 prétendants au fauteuil présidentiel de la Marina. Un scrutin qui suscite quand même quelques inquiétudes, surtout concernant la distribution des cartes d'électeurs. Lucassi. À la veille du premier tour de l'élection présidentielle au Bénin, les cartes d'électeurs sont toujours en cours de distribution dans 2 départements sur les 12. Hier, vendredi 4 mars, la commission électorale avait décidé que dans ces 2 départements, l'ancienne carte, celle de 2015, sera valable. Une décision qui est mal perçue par certains. Cette décision fait en effet suite à celle de la Cour constitutionnelle selon laquelle les électeurs pour qui les nouvelles cartes ne sont pas disponibles pourraient voter avec l'ancienne. L'on évoque même la possibilité de voter avec la carte d'identité. Du côté de la société civile et des acteurs politiques, l'on crée une faible participation du fait de ces problèmes de cartes. Les autres préoccupations concernent l'organisation du vote elle-même. Tout sera fin prêt. Les bureaux de vote ouvriront-ils à 7 heures? Wait and see. Au total, ce sont 33 candidats qui s'affrontent pour la présidentielle au Bénin. 4,7 millions d'électeurs seront appelés aux urnes ce dimanche. Cette campagne a été sans aucun doute la plus chère de l'histoire du Bénin. Des milliards de francs CFA ont été engloutis. Les réseaux sociaux ont joué un grand rôle à la fois dans la propagande des candidats et dans l'information. Même la commission électorale du Bénin a pris d'assaut Facebook et Twitter pour ses publications. Ce samedi, les milliers d'affiches à l'effigie des candidats qui drapaient les artères de Cotonou avaient disparu. La capitale économique du Bénin a retrouvé un semblant de calme après 2 semaines d'une campagne intense. Merci Lucassi et Esther Laclé. Ban Ki-moon est en Algérie. Au cœur de cette visite, la lutte contre les djihadistes, la question du Sahara occidental, pomme de discorde entre Rabat et Alger. Cette 2e étape de Ban Ki-moon dans les camps de réfugiés sahraouis. Le secrétaire général des Nations Unies vient y rencontrer les responsables de la République autoproclamée du Sahara occidental pour relancer le processus de règlement d'un conflit vieux de 40 ans. Ici, où l'on dépend essentiellement de l'aide humanitaire, on attend la mise en place d'un référendum sur l'autodétermination de ce territoire que se disputent le Maroc et le Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Quelques heures auparavant, Ban Ki-moon était à Samara, autre camp de réfugiés sahraouis,
où les attentes sont les mêmes. Nous attendons de lui qu'il mette fin aux souffrances des Sahraouis en réglant ce conflit. Et nous demandons à Dieu Tout-Puissant de nous aider. Mais l'étape la plus symbolique reste la ville de Bir Lalou, capitale provisoire de la République sahraoui, là où il y a 40 ans, le Front Polisario proclamait une indépendance que ne reconnaît pas l'ONU, un secteur considéré comme libre par les Sahraouis, échappant donc au contrôle du Maroc. C'est la première fois qu'un secrétaire général des Nations Unies y fait le déplacement. Pour les Nations Unies, le Sahara occidental reste un territoire non autonome dont le statut reste à déterminer. Une force onusienne, la MINURSO, déployée dans la région, est chargée d'y organiser un référendum sans cesse reporté. Un scrutin rejeté par le Maroc qui propose à la place une large autonomie dans le cadre de la souveraineté du royaume. Hier, le secrétaire général des Nations Unies était en Mauritanie, d'où il appelait à un règlement urgent du dossier sahraoui. J'entends apporter ma pierre aux négociations engagées pour régler ce différend de longue date. Ce déplacement prévu de longue date a été amputé de 2 étapes, celle de Rabat et Laayoune, officiellement car le roi du Maroc est absent. Ban Ki-moon sera dimanche en Algérie et présentera au mois d'avril un rapport devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour tenter de régler ce conflit qui empoisonne les relations entre le Maroc et l'Algérie, rend impossible toute construction de l'union du Maghreb arabe et divise plus que jamais. Un rapport accablant de l'ONU sur les allégations d'abus sexuels en Centrafrique. 109 cas sont confirmés. 21 pays sont mis en cause. Leur contingent risque tout simplement de plier bagage. Blanc. Selon l'ONU, 69 cas d'abus sexuels auraient été commis en 2015, dans une majorité en Centrafrique. Des soldats de la paix de 21 pays sont mis en cause, avec en tête la République démocratique du Congo, le Maroc et l'Afrique du Sud. C'est la première fois que l'ONU nomme ainsi tous les pays dont sont originaires les casques bleus soupçonnés. Le rapport de cette année comporte pour la première fois des détails sur la nature des abus, le nombre de victimes et des agresseurs. Le rapport identifie aussi les pays dont sont originaires les criminels. La réputation des soldats de la paix a été ternie depuis des mois par une série de scandales d'abus sexuels, notamment en Afrique centrale où l'ONU a déployé 12 000 hommes en 2014. Ce qui est déplorable, malheureusement, c'est que l'extraordinaire travail qui est en train d'être fait pour sécuriser ce pays est de plus en plus terni par des actes ignobles, des actes odieux d'abus sexuels. Le temps du silence est fini. Le rapport des Nations Unies recommande d'instaurer des cours martiales dans des pays de déploiement et non au retour du casque bleu dans son pays d'origine. Pour éviter ces abus, les Nations Unies invitent donc l'humanitaire à offrir plus de chances aux femmes à l'horizon 2030, conformément aux objectifs de développement durable. Appel entendu par l'opérateur Togocel qui a voulu marquer cette célébration par le thème développement de l'économie numérique et épanouissement de la femme africaine. Sonia Menikbo, Esther Laclé. Approche genre, égalité des sexes, économie numérique et épanouissement de la femme. Ce sont les quelques thèmes abordés au cours de ce déjeuner-débat organisé pour célébrer les femmes de la société de téléphonie mobile Togo Cellulaire à l'heure où le monde entier est dans la fièvre de la célébration du 8 mars, journée internationale de la femme. C'est de voir concrètement les atouts que l'économie numérique apporte à la femme. Et parmi ces atouts, au niveau de la téléphonie mobile, nous pouvons citer le service de conférence qui permet aux femmes aujourd'hui de pouvoir faire des conférences à distance. Et donc, nous gagnons en temps et en énergie. Et nous avons évoqué également le développement de petits services autour du numérique et de les promouvoir gratuitement sans beaucoup de frais pour la communication. Et dans ce cadre, nous avons évoqué les réseaux sociaux. Chaque 8 mars, un sujet de réflexion est défini pour orienter les États dans cette célébration. Planète 50-50 d'ici 2030, franchissant le pas pour l'égalité des sexes. C'est le thème retenu par la communauté internationale cette année. Au plan national, les réflexions seront axées sur les droits de la femme.
L'égalité est un enjeu important pour le développement dans le monde actuel. Et les femmes constituent plus de la moitié de la population dans presque tous les pays. Et le développement que le monde entier souhaite ne peut pas se faire sans les femmes. L'égalité doit pouvoir devenir un levier pour le développement si nous voulons un développement inclusif, si nous voulons un développement durable, si nous voulons un développement harmonieux. Et je pense que le Togo s'inscrit bien dans cette dynamique. Le 8 mars est une journée décrétée par les Nations Unies. Outre promouvoir les droits de la femme, elle offre l'occasion de dresser le bilan des progrès réalisés pour un meilleur épanouissement de la femme dans le monde. Traditionnelle opération de salubrité publique à travers tout le pays, des roues, des coupes et des balais pour rendre propres les administrations et les lieux publics. Robert Kotogbe, Augustin Kossi, Ramdan Bassi. C'est au lieu de rencontres et d'échanges pour l'opération Togo Propre, le ministère de la Communication et ses partenaires, dont l'International Youth Fellowship AYF, honorent leur engagement pour un environnement sain. Il s'agit pour ce ministère de jouer pleinement sa partition et d'appeler à la mobilisation générale. Le palais de congrès représente pour notre pays un grand symbole. C'est un palais qui aujourd'hui est le siège de la représentation nationale. Alors on ne saurait laisser les alentours d'un tel bâtiment être sales, être inondés par les montagnes d'ordures. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons choisi les alentours du Palais des Congrès. Par la même occasion, l'ONG Établissement des jeunes actifs au développement et à la construction, quant à elle, a mis au propre l'enceinte de la télévision togolaise. Le desk sport de la radio Lomé a assaini le stade de Kégué et ses alentours en prélude au rendez-vous sportif à venir. Le Togo devrait affronter au cours d'une double confrontation la Tunisie. Et donc, vu l'état du stade de Kégué, donc le desk sport de Radio Lomé a initié cette opération au stade de Kégué pour mettre au propre ce stade-là, pour donner un peu plus de visibilité. Le ministère de la Communication salue la détermination de tous à faire du premier samedi de chaque mois un rendez-vous de civisme. Technique d'Adido Gomé que la délégation spéciale de la préfecture du Golfe a entamé sa journée de salubrité Togo Propre. Pour ce mois de mars, elle a été appuyée par l'association Main dans la main pour le développement. La délégation a par la même occasion débarrassé les trottoirs des hangars qui obstruent le passage aux piétons. La délégation a achevé sa journée à Avedi Limousine. Avec les membres de l'association Pontogo, ils ont accompli leur devoir civique et citoyen en mettant au propre le carrefour Limousine et la route Avedi-Agoué. Et puis le laboratoire de Lomé accueille sa toute première exposition de l'année. C'est pour consacrer la femme à travers les œuvres de 8 artistes. Ceci rentre également dans le contexte de la célébration de la journée internationale de la femme. Lucassi, Ramdan Bassina. Peinture, dessin, photographie et sculpture s'articulent dans de multiples et diverses expressions plastiques. Pour la toute première fois, le laboratoire de Lomé accueille et expose ensemble des tableaux et images réalisés à partir d'une kyrielle de style plastique. J'aime beaucoup l'idée de l'accouchement qui est un moment majeur de la vie d'une femme. Et voilà, je ne sais pas après jusqu'à où ça peut nous emmener, mais chacun va le regarder différemment, va y voir des choses différentes. Il nous amène à réfléchir au rôle de la femme dans la communauté, il nous amène à réfléchir au rôle de la femme dans la société, qui est prépondérant, et nous invite à regarder les femmes peut-être différemment du regard qu'on a habituellement. Vous avez là exprimé sous différents tableaux le talent artistique de nos jeunes artistes. Je pense qu'il faut les encourager. Et ce qu'on voit derrière, ce sont des portraits de femmes. En cette journée de femmes, ces portraits sont très expressifs. Et nous pouvons qu'encourager ces créateurs qui, au travers de ces tableaux, expriment des choses que nous ressentons
et qu'il faut faire comprendre à la société. Cette exposition consacre la femme au travers de la production artistique de 8 peintres, photographes et dessinateurs masculins, rendant ainsi hommage à la femme célébrée chaque 8 mars. Lorsque vous voyez ce visage qui est bien voilé, ça exprime une beauté extérieure. Lorsque généralement un homme aperçoit une beauté, ça l'attire. Ça l'attire, mais on ne se rend pas compte réellement quelle est la beauté intérieure de l'être qu'on est en train de poursuivre. La promotrice de ce centre culturel déniche les artistes togolais et ceux des autres horizons et les fait découvrir. Elle arrive ainsi à faire du Togo un carrefour artistique. Pour démarrer l'année 2007, cette première exposition est toujours un hommage à la femme puisqu'elle célèbre la Journée internationale des femmes du 8 mars. Mais on a invité cette fois-ci 8 artistes hommes à nous présenter une variation, une interprétation autour de la femme. Ces œuvres scintillantes et originales qui relatent et font vivre le quotidien de la femme sont réalisées à base des objets de récupération et des photographies prises à la volée. L'exposition fermera ses portes le 30 avril prochain. Voilà, nous retenons essentiellement qu'il y a eu effervescence ce samedi au diocèse de Sokodé. Le nouvel évêque Monseigneur Célestin Bawilima Dawa a été intronisé en présence d'une foule nombreuse de fidèles. Le chef de l'État a rehaussé de sa présence cette cérémonie. Nous y reviendrons beaucoup plus en détail avec les images à l'appui dans nos éditions de demain. Merci de votre aimable attention. Avec plaisir, nous avons partagé ces informations avec vous. Avec le même plaisir, nous vous souhaitons de passer un agréable week-end en notre compagnie. Au revoir.